proche du président Maduro a trahi et aidé à sa capture. Est-ce ce qu'espèrent justement les États-Unis d'ici la fin de l'année? Peut-être, mais est-ce seulement possible? S'il vous plaît, approchez-vous, venez vous asseoir. Pascal Drouot, bonsoir, vous êtes expert en géopolitique, chercheur à l'Institut Choiseul, président de l'Association de France-Amérique latine. Et nous sommes ravis de vous accueillir sur ce plateau ce soir. Est-ce qu'un scénario au Venezuela, à la Maduro, serait possible à Cuba, ou en tout cas, est-ce que c'est ce que les Américains, en tout cas l'administration Trump, désirent? Oui, non, je pense que c'est difficile. D'envisager la même chose à Cuba. Cuba, nous l'avons déjà dit, c'est un véritable symbole. Et l'organisation du régime, d'une part, la situation. D'abord, c'est une île. C'est une île. Elle est proche, comme nous le voyons sur la carte, de la Floride, mais Cuba, c'est totalement différent du Venezuela. Mais s'appuyer potentiellement sur des trahisons. Est-ce que c'est possible dans ce régime cubain? Ou est-ce que c'est plus difficile, un régime de parti unique? C'est quand même très différent du régime vénézuélien. D'une part. D'autre part, moi je poserai une autre question, est-ce que Cuba est une véritable menace aujourd'hui pour les États-Unis? Ah non, mais ça c'est une question complètement différente, oui. Parce que les États-Unis, comme vous le savez, de toute façon, qu'un État soit une menace ou pas une menace, il agit de la façon dont il a envie d'agir. Ouais. En tout cas, c'est ce que Donald Trump veut nous faire croire. Mais Cuba est un sujet de politique intérieure aux États-Unis. Cuba, c'est une symbolique extrêmement forte pour les États-Unis, qui a contribué d'ailleurs à construire une forme d'unité politique aux États-Unis durant ces 60 dernières années. Donc ce cas de figure, je ne le vois pas à Cuba. Par contre, dans la région, oui, il y a un pays où ça peut arriver à tout moment, et je crois qu'en fait, Cuba, le Mexique, le Nicaragua. Oui. Le Nicaragua. Ah ben oui, le Nicaragua est dirigé par un couple coprésident, M. Daniel Ortega, qui était le chef des sandinistes dans les années 80, et Madame Rosario Murillo, qui sont tous les deux donc des coprésidents à la tête d'un régime qui est une véritable dictature et qui a les caractéristiques qui intéressent Donald Trump. D'accord, mais revenons un instant quand même à Cuba. Chaque chose en son temps. Ne nous faites pas peur à ce point-là quand même, Pascal Drouot. Pour le moment, nous en sommes à Cuba. Vous savez, c'est déjà très difficile de comprendre tout ce qui se passe dans la tête de Donald Trump. Donc Cuba, pour acculer Cuba, comment faut-il faire? Comment les États-Unis s'y prendraient-ils? Est-ce que ça serait justement par l'économie, par le pétrole? Tout à fait. On étrangle Cuba, pas que le pétrole. Cuba produit d'ailleurs un peu de pétrole, mais pas seulement. Mais en effet, on est dans l'étranglement. Le Venezuela, le pétrole vénézuélien, 5% du pétrole vénézuélien était consacré à Cuba. C'est terminé depuis 10 jours. Le Mexique, en effet, en s'inscrivant dans une démarche politique qui a été celle de ces dernières années, d'un Sud global en Amérique latine, porté notamment par le Mexique, qui est la deuxième puissance économique du continent. Le Mexique a annoncé via sa présidente, Madame Sheinbaum, qu'il allait soutenir Cuba et remplacer le manque vénézuélien. Mais on voit bien que pour le Mexique, c'est compliqué également. Pourquoi ? Parce que le Mexique, c'est le premier partenaire économique des États-Unis. Mais justement, Sylvie Bermann, sur le Mexique, on sait que la présidente Claudia Sheinbaum a tenu tête à Donald Trump. Ils se sont téléphonés récemment pour lui dire qu'elle allait, par mesure humanitaire, continuer à livrer du pétrole à Cuba. Oui, alors on sait bien que Donald Trump n'aime pas beaucoup les gens qui lui tiennent tête. Mais je pense, le problème de Cuba, c'est pas une menace, bien évidemment, mais c'est l'humiliation ressentie par les Américains à Cuba au moment de l'échec du débarquement dans la baie des Cochons. Et moi, je me souviens, à l'époque où je vivais à New York, il y avait une page entière du New York Times avec tous les présidents américains disant l'année prochaine, Cuba sera une affaire réglée. Et les premières sanctions extraterritoriales américaines visaient effectivement Cuba et visaient en triangler Cuba. Donc vous pensez que là, on en revient à ça ? Donald Trump aurait un véritable intérêt à régler la question cubaine. Encore une fois, il cherche à assurer son héritage, alors agrandir le pays éventuellement avec le Groenland, se venger sur Cuba.
entre parenthèses, le Nicaragua, c'est un peu pareil parce que ça a été des relations extrêmement tendues et je m'en souviens aux Nations Unies. Donc je pense qu'il a cette logique-là. Est-ce qu'il y arrivera, est-ce qu'il n'y arrivera pas? Mais je pense qu'il a ça en tête. Une source anonyme au journal Politico dit, Richard Verly, je vais vous faire réagir tout de suite, le renversement du gouvernement cubain est à 100% prévu pour 2026. Oui, et alors là, dans le cas du dossier cubain, il y a un moteur politique américain nommé Marco Rubio. Oui. Parce que lui, il a un intérêt objectif du fait qu'il est d'origine cubaine. Bien évidemment, il a un intérêt objectif à pousser ce sujet. Et il faut bien reconnaître que si la chute du régime, alors là, même si ses parents ont quand même fui Cuba avant la prise du pouvoir de Fidel Castro. Hein. Ça, il faut le répéter, la chute le souligner. du régime cubain devait intervenir, et le si doit être en majuscule. Pour le coup, auprès du public américain, ce serait un énorme succès de Donald Trump. Il faut quand même le dire. Parce que Cuba est le régime, l'un de ces régimes qui a toujours fait face aux États-Unis. Et donc, on peut penser que là, l'électorat MAGA de Donald Trump serait quand même ravi. Mais encore une fois, attention, on en est très, très loin. Oui, enfin, il cherche son prochain succès, Gallagher Fenwick. Il y a 6 présidents américains qui s'y sont essayés, de Eisenhower en passant par Kennedy, Johnson. Ah, il aime les défis, Donald Trump. Etc. En l'occurrence, on le sait par Reuters, la CIA a récemment livré un rapport à l'administration sur l'état de l'économie cubaine, qui effectivement est désastreuse. Pas besoin de travailler à la CIA pour le savoir, est dans un état de délabrement avancé. Mais le régime n'est pas sur le point de tomber. Vous l'avez dit, Cuba ne représente pas une menace pour les États-Unis. En revanche, ce serait une manière supplémentaire pour Donald Trump d'enchaîner des coups, comme ce qui est en préparation, à savoir le bombardement du Mexique, notamment des laboratoires de fentanyl. Mais tout cela en contravention, en parfaite contravention du droit international dont Donald Trump n'a absolument rien à faire. Mais je crois qu'il faut qu'on cesse de parler de droit international quand on parle de Trump. Sa seule limite, c'est, je cite ce qui est New York Times, sa morale. Quand on la connaît en matière fiscale, matrimoniale, verbale, etc., la barre, elle est assez basse. Et puis je rappellerai juste en une phrase l'histoire des États-Unis, puisqu'on est revenu à la doctrine Monroe dans sa version updatée, mise à jour, Donroe. L'histoire des États-Unis au Guatemala de 54 jusqu'à aujourd'hui, en passant par 73 au Chili, on pourrait ajouter le Brésil, etc. Elle est franchement pas glorieuse. Bon, quand même, tout de même, Aurélien Duchesne, pour provoquer un changement de régime à Cuba, puisque c'est ce que cherche l'administration Trump, elle envisage, cette administration, d'imposer un blocus total des importations de pétrole dans ce pays. Ça, c'est une option qui a été proposée à Donald Trump. Le blocus, qui d'ailleurs en droit international, puisqu'on en parlait, est un acte de guerre. Quoi donc? Vous parlez de quoi là? De droit international, une espèce de chose assez étrange. J'ai pas compris là. Jusqu'à récemment. Ça, ça n'existe pas, ça. C'est un pari, sauf que c'est le même pari qui avait été fait à l'égard de l'Iran. Par exemple, l'idée qu'en étouffant le régime, on pousse la population à se soulever contre celui-ci. Donc déjà, on a vu que ça n'a pas forcément toujours marché dans l'histoire. Deuxièmement, c'est aussi le meilleur argument contre justement les démocraties occidentales qui disent que nous, on se bat pour le droit international. Faire tomber un régime par des armes de guerre économique, on peut être sûr que demain, on nous reprochera d'autant plus à nous occidentaux un deux poids deux mesures. Vous reprochez à Poutine d'avoir voulu éliminer Zelensky, mais vous faites pareil à Cuba. Mais Richard Verly, mais justement, si ce blocus provoquait une crise humanitaire, ce qui est d'ailleurs ce que craint la présidente du Mexique, est-ce que cette crainte n'a pas pour conséquence le fait qu'à l'intérieur de l'administration Trump, il y a des pour et il y a des contre? Tout le monde n'est pas unanimement en faveur de cette option. Mais je n'ai pas l'impression que l'arme du blocus, qui est une arme par définition de longue durée, soit dans l'arsenal de Trump. Il veut du spectaculaire, il veut des frappes, il veut... alors à la Maduro, alors, qu'est-ce que vous voyez, vous? Alors sur Cuba, je pense qu'il peut tenter quelque chose à la Maduro, effectivement. Encore faudrait-il que le régime soit, je dirais, aussi vulnérable que le régime vénézuélien, qui par ailleurs, dont on commence à s'apercevoir maintenant que ce qui s'est passé ressemble fort à un coup d'État anti-Maduro aux Vénézuéliens de la part... De la part de qui? Par exemple, de la vice-présidente. Je crois qu'on a tous son nom sur le bout de la lèvre. Alors peut-être que ce genre de choses joue à Cuba, mais ça paraît quand même très très différent, parce que le régime est beaucoup plus, je dirais, solidaire en quelque sorte. La solidité stalinien, plus assise, d'une certaine manière, on peut dire ça. Et puis,
Par ailleurs, le blocus économique aurait des conséquences régionales dont les États-Unis, à un moment donné, souffriraient aussi. Et n'oublions pas, on l'a dit ici à propos de la dette, mais ça revient à la même chose, que pour Donald Trump, ce qui compte, c'est Wall Street, c'est la bourse. Il faut que ça continue de marcher. Donc, la chose qui marche bien pour la bourse en termes militaires, c'est des frappes qui réussissent. Ça marche bien. Général Richoux, donc des frappes, un coup, une action à la Maduro. Les frappes, rapide, qu'est-ce qui pourrait être envisageable? Les frappes ne font pas tomber un régime. Non, il faut kidnapper le... Mais bien sûr, évidemment. Ça n'a pas fait tomber en Iran, ça ne fera pas tomber en Iran le régime, ça ne fera pas tomber... En Iran, ils n'ont pas fait ce qu'ils ont fait au Venezuela. Alors, un blocus, moi je pense qu'effectivement ça peut... Mais c'est pareil, ça. Il faut après laisser le fruit mûr, ça peut durer des mois. Et puis, quand on voit le coût d'une journée à la mer de la flotte américaine, c'est des millions de dollars, ça peut coûter très cher. Oui, mais ça n'a pas l'air de poser problème à Donald Trump. La baie des cochons, on se souvient que ça a été un échec parce que finalement, les plages ne sont pas géniales. Il y a des marais, on peut s'enliser, il y a une barrière de corail, les bâtiments ne peuvent pas approcher. Et donc, c'est pas si simple que ça de prendre Cuba, en fait. C'est pas si simple que ça. Il n'y a pas de lieu véritablement favorable à l'accostage. Et donc, alors après, est-ce qu'on fait tomber le régime en allant chercher dans son bunker le patron du régime? J'en suis pas persuadé. C'est pas quelqu'un d'ultra charismatique qui peut être remplacé. C'est pas Maduro. Ça serait Fidel Castro, ça vaudrait peut-être la peine. Mais je suis pas persuadé que c'est ça qui fera tomber. Mais donc Pascal Drot, qu'est-ce qui pourrait se passer à Cuba? Qu'est-ce que les États-Unis attendent? Ils ont quand même bien une idée derrière la tête. D'abord, c'est le délabrement. Ça a été dit. Mais quand on parle de la crise sanitaire, aujourd'hui, il y a un problème de faim. À Cuba. Oui. Sans blocus, ça va déjà très mal. Les Cubains ont faim. D'autre part, bien sûr, les Cubains ont faim. Ça fait des années qu'ils ont faim. Oui, mais particulièrement comme les Iraniens d'ailleurs aussi. Oui, tout à fait. Mais particulièrement en ce moment, il n'y a plus d'électricité. 15 heures de coupure à peu près, exactement, par jour. Donc tout ça, l'effondrement, ça sera le délabrement économique. Le régime, on n'est pas dans des opérations militaires. Diaz-Canel, ce n'est pas Nicolás Maduro. Nicolás Maduro était poursuivi depuis 5 ans par la justice américaine. Sa tête était mise à prix, vous le savez tous et toutes. C'est pas le cas de Diaz-Canel. Du président cubain. Donc le vrai problème à Cuba, il est véritablement d'ordre politique. C'est que le régime il tient parce que il n'y a pas de remplacement aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de structure, il n'y a plus d'opposition, tout le monde est parti, contraint et forcé ou volontairement depuis des décennies. Donc c'est le vide. Le véritable problème de Cuba aujourd'hui et pour les États-Unis. Alors c'est vrai qu'il y a cette symbolique, mais, et là aussi vous l'avez tous dit, et Gallagher a rappelé la baie des cochons, mais ce vide est le véritable danger. C'est un danger de politique intérieure pour les États-Unis et en effet, sur le continent latino-américain et américain, Donald Trump ne peut pas se permettre cet échec-là. Oui, vous avez parfaitement dit, mon général, vous avez cité Marco Rubio, mais là aussi, Marco Rubio, président de Cuba certains l'ont dit, certains ont émis cette possibilité. Donald Trump a retweeté quelqu'un qui le disait. C'est un joke, c'est pas crédible. Donc voilà, c'est ce vide institutionnel, politique, qui est le véritable danger aujourd'hui pour Donald Trump. En tout cas, les velléités américaines dans la région existent, puisqu'hier soir, presque en catimini, alors que justement toute la côte est des États-Unis est en ce moment même concentrée sur une importante tempête de neige en cours, la Maison-Blanche a publié la version non classifiée de la stratégie de défense nationale du Pentagone. Quelques semaines justement, on se souvient après la publication de celle de la Maison-Blanche en décembre. Sans surprise, Gallagher Fenwick, eh bien cette version place la sécurité intérieure américaine au premier rang. Donc tout le reste n'est plus important et à chacun son précaré. Et c'est très intéressant parce que là c'est une première en l'occurrence, c'est-à-dire que la Chine et la Russie sont reléguées. On va en parler. Et la sécurité intérieure, dans l'esprit de ceux qui ont rédigé cela, elle est liée à ce qu'ils appellent la sécurité hémisphérique. C'est-à-dire que les États-Unis, et ça c'était déjà très largement visible dans le document de stratégie de sécurité nationale. Mais pourquoi cette discrétion,
Gallagher? Pourquoi cette discrétion? Ils l'ont fait hier, vendredi soir. Tout le monde est en train de regarder ailleurs. Alors, j'ai vu Pete Hegseth, qui d'habitude fait des vidéos, n'en a pas fait. J'ai vu ce terme, moi, que je reprends pas. Vous avez raison, à Washington, quand on publie quelque chose après 18h le vendredi soir, on appelle ça le Friday Night Dump. Et puis vous connaissez Donald Trump tout de même. Oui, mais ça c'est un document, si vous voulez, qui nous intéresse tout particulièrement en ce moment, parce qu'il y a Donald Trump, parce qu'il y a différents épisodes, etc. Généralement, c'était lu par des gens qui travaillent dans les laboratoires d'idées, dans la communauté. Oui, vous voulez dire, c'est le contexte qui nous fait donner davantage d'importance à ce document. Donc c'est pour ça que je mets un petit peu de côté ce terme de discret. La preuve, on y a prêté attention, on l'a lu, non, mais parce que nous prêtons attention à tout, nous, sur LCI. Donald Trump, c'est notre rôle. Ne l'a pas rédigé, il ne l'a pas lu, il le lira jamais. En revanche, il faut effectivement le lire, et il y a plein d'indications différentes, j'en termine par là. C'est cette idée de la sécurité hémisphérique, et la Chine a aussi son. Et vous avez les grandes disparitions. Rien. Donc la sécurité dans l'hémisphère occidental. Oui, 2 choses qui ont disparu, le réchauffement climatique et les valeurs. Pas de démocratie. Les valeurs, depuis que Donald Trump parle de sa propre morale, où est la place pour les valeurs? Il y a une autre chose qui est assez inquiétante quand vous lisez le document. Déjà, l'ordre des priorités. En premier, il y a la sécurité hémisphérique, l'empire sous les Amériques, dont feraient au passage partie les quelques centaines de milliers de Français dans les Antilles et en Guyane. Il faudra se poser des questions à un moment. Deuxième priorité, c'est évidemment la Chine. Mais la troisième, sur la Russie. Quand vous regardez la manière dont ce document parle de la menace russe, il parle d'une menace russe pour l'Europe orientale, donc par définition pas pour le reste de l'OTAN, ce qui commence à poser un problème. Ils réduisent la Russie uniquement à une menace inférieure en disant que le PIB c'est minimisé que l'Europe. Et enfin, quand il parle de la Chine sur Taïwan, c'est le triomphe du statu quo. On est plus dans l'idée que on va rien faire pour Taïwan, que dans l'idée que, j'allais dire, c'était les valeurs, qu'on va se battre pour défendre la souveraineté des démocraties. Si je devais résumer l'esprit de cette revue, c'est l'apaisement pour les régimes autoritaires pendant que Trump se concentre sur son empire américain. Oui. Enfin, il y a une façon assez facile de comprendre cette nouvelle stratégie. C'est cette image, puisque on en vient à commenter des images, bien sûr. Cette nouvelle image publiée par la Maison Blanche hier soir, qui représente, vous allez le voir tout de suite, 5 personnes de dos, dont l'une donne la main à... Voilà, j'ai essayé de faire peser le suspense. Un pingouin qui n'est pas un pingouin, mais sans doute un manchot. De dos, ce serait peut-être Marco Rubio qui donne la main à ce manchot. Et les autres représenteraient l'armée américaine. Donc, quelle est la légende? La légende, c'est soit un guerrier embrasse le pingouin, ou le manchot. Non, écoutez, c'est pas de l'humour, mais c'est ce que publie la Maison Blanche. C'est pas du tout une blague. Et c'est à propos du Groenland. Oui, et il n'y a pas de manchots au Groenland, ça tombe mal. Donc, voilà, les manchots, ils sont en Antarctique déjà. Donc, mais ceci... Le message. Non, mais le message, il peut s'attribuer au Groenland, il peut s'attribuer au Canada également. Et donc, quand ils se recroquevillent, paraît-il, sur leur souveraineté nationale, on voit bien que leur souveraineté nationale, ça peut être la moitié du monde. Donc, ça veut strictement rien dire, la souveraineté nationale. On a l'impression qu'ils se replient à l'intérieur des frontières, America First, leurs frontières naturelles. Mais non, les sécurités nationales, elles passent par le Groenland, elles passent par le Canada. Ça peut vouloir dire la domination du monde pour la sécurité des États-Unis. Oui. Donc, vous voyez, on n'est pas sorti de là. Comment vous comprenez ça? Oui, vous avez justement raison. D'abord, je le comprends de deux manières. C'est apporter une forme de protection. D'ailleurs, protéger la nation américaine, c'était un des deux objectifs de l'opération qui a été lancée dans les Caraïbes depuis le mois d'août et qui est affirmé dans le document. On en a parlé. Non, mais sous couvert de protéger, évidemment, on fait ce qu'on veut. Évidemment, mais en tout cas, c'est officiellement écrit. Secondo, oui, il y a cette approche de l'hémisphère, mais pas seulement occidentale. Parce que l'Amérique latine, pour le coup, dans le cas d'une coopération sud-sud, je le vois à chaque fois que je vais en Afrique, la Chine était en train de rapprocher les deux continents. Le continent africain, qui est chinois. L'Amérique latine, qui était en passe de devenir chinoise. Et après, il y avait l'Asie. Donc il y avait tout ce mouvement sud-sud qui est en train d'être cassé par la dynamique de Donald Trump et qui est dans cette dimension géopolitique, en effet, de reprise en main. C'est ce qu'il souhaite. Tout à fait. Aurélien Duchesne. Et que l'on voit aujourd'hui. Alors ça, c'est sur le pingouin, qui d'ailleurs, c'est pas la bonne zone géographique, c'est l'Antarctique. C'est aussi une référence, en fait, à un mime, un phénomène sur des réseaux sociaux d'extrême droite, qui est parti à la base d'une reprise d'un documentaire animalier sur les pingouins, je vous la fais courte parce que c'est un peu lunaire, où on voit
voit le narrateur qui parle d'un pingouin qui se détache du reste du groupe pour aller vers les montagnes.